le gros learning, je pense, des premières années de 900 Care, c'est l'importance d'être focus. Et ça, c'est Steve Jobs qui disait, en fait, être focus, c'est pas choisir ce à quoi tu dis oui, c'est choisir ce à quoi tu dis non. Et être capable de dire non à 1000 choses. Et en effet, il y a plein de trucs qu'on aimerait bien faire. Peut-être que le e-retail, ce serait super. Peut-être que être distribué dans des hôtels, ce serait super. Peut-être que distribuer dans des points de vente indépendants, ce serait super. Mais tout ça, en fait, ça a un coût en termes de complexité, en termes de défocus des équipes. Et aujourd'hui, on n'a pas la taille suffisante pour se permettre d'être défocus. Et donc, on a décidé que notre objectif, c'était d'être la marque qui craque le système d'abonnement sur l'hygiène, qui craque le e-commerce sur l'hygiène, et de devenir les meilleurs du monde à ça. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblant, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Aymeric Grange, qui est sur ma to-do depuis un bout de temps, je dois dire, et je suis heureux d'enfin te rencontrer. Salut Aymeric, ça va? Salut Laurent, moi aussi je suis hyper content d'être là, je suis un auditeur assidu du Panier et de Génération Do It Yourself, donc c'est un peu une consécration d'être là aujourd'hui. Consécration, ça fait plaisir, c'est sûr que tu as croisé Mathieu ce matin, voilà, j'imagine que la consécration, elle est là. Tu es le cofondateur de 900 Care, 900.care, que vous connaissez évidemment tous, cofondateur avec Thomas Arnaudot, et je suis incroyablement heureux de te recevoir ce matin parce que ça fait un bout de temps que j'avais envie de te rencontrer. Mais toute bonne chose, tu vois, arrive au bon moment. Il y a plein de sujets que j'ai envie de voir avec toi ce matin. Déjà, je suis heureux de te recevoir parce que j'adore l'expérience, j'aime beaucoup la DA. Et surtout, tu as une histoire assez intéressante dans cet univers un peu concurrentiel, mais où les concurrents ne sont pas ceux qu'on croit, et on en parlera tout à l'heure. Et on va parler de pas mal de choses ce matin. Le titre de l'épisode, j'hésite encore au moment où on enregistre, parce que chers auditrices, chers auditeurs, le titre se décide par la suite. Mais j'ai pensé ce matin, sous la douche, à comment rentrer et pourquoi sortir de la grande distribution, puisque c'est un move que tu es en train de faire, que tu vas faire, que tu es en train de faire. Hein. Qu'on est en train de faire, enfin qu'on a fait, oui. C'est ça. Hein. Moi, je te croisais souvent au Monoprix de Belleville. Je sais pas si c'est Belleville, mais c'est en haut, dans le village Jourdain, avec un super présentoir, un truc de PLV. Mais c'est un move assez surprenant, donc je suis heureux que tu sois là pour m'en parler. T'as battu des records en crowdfunding. T'as fait plus 13 000% sur Ulule, avec un objectif qui est bas, certes, pour tricher un peu avec l'algo, enfin pour jouer l'algo, mais quand même, t'as fait 40 000 ventes, je crois, sur Ulule. Et comme ça te suffisait pas, t'es parti ensuite sur KissKissBankBank, où t'as fait plus de 60 000 ventes. C'est quand même un truc de gueudin. Donc plus 13 000%, plus 23 000%, mais surtout 100 000 ventes en l'espace de quelques mois sur 2 plateformes de crowdfunding. C'est assez gueudin. Il y a un sujet que j'ai découvert quand on préparait cet entretien, c'est que tu as refait récemment ta tech sur une stack Shopify en back-end et en front Nextdoor en mode headless, ce qui t'a fait une augmentation de 60% de ton taux de conversion, ton taux de transfo, c'est quand même fou. Nous, c'est un truc, tu sais, qu'on prêche assez régulièrement à nos clients. On leur dit, mais avant de refaire ton site, tu vois, ou de dépenser tellement d'argent sur plein de sujets, bah, peut-être que change ton bouton de place ou de couleur ou revois ton tunnel. Tu fais 10 millions avec 1% de taux de conversion ou 1,5%, bah, rajoute 1,5%, ça te fait un tiers en plus. Et le job is done, tu vois. Donc, je suis impatient que tu m'en parles. Autre sujet, t'as fait x10 sur tes abonnés en un an. T'es passé de 5000 abonnés début 2022 à plus de 50 000 en fin d'année. Je suis impatient que tu m'expliques pourquoi. Et puis, on commencera peut-être par parler de la genèse et de votre mission et de ce que tu appelles l'écolo débutant, qui est du coup la manière dont se définissent vos abonnés. Bref, plein de sujets, très heureux de te recevoir. Bienvenue. Bah, merci, ça fait un beau programme. Ça fait un très très beau programme.
Bah allez, commençons par cette belle mission que vous êtes fixée lors du lancement et surtout ce constat ou cette envie autour de 3 piliers. Ouais, 900 Care, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque de produits d'hygiène rechargeables. On a une ambition, c'est de libérer les salles de bain du plastique à usage unique. Et on fait de la manière suivante, c'est qu'on s'est rendu compte que dans la plupart des produits d'hygiène, par exemple le gel douche, tu as 80 à 90% d'eau. Et tu as ce truc un peu absurde de dire j'achète de l'eau qui a voyagé sur des kilomètres et des kilomètres, qui a généré plein de CO2, et cette eau, elle est emballée dans du plastique à usage unique que j'utilise une fois et que je jette. Donc l'idée toute bête qu'on a eue, c'était de dire pourquoi est-ce qu'on vous enverrait pas juste les ingrédients actifs. Donc c'est à la forme de petits bâtonnets, en gros c'est la taille d'un bouchon de liège. Tu mets 2 bâtonnets dans ta bouteille réutilisable, tu rajoutes de l'eau, ça recrée ton gel douche avec la texture, le parfum, la mousse, enfin tout ce qu'on aime dans le gel douche, sauf que t'as pas transporté d'eau, et donc ça fait 7 fois moins d'émissions de CO2 qu'un gel douche traditionnel, et ta bouteille est réutilisable, donc t'arrêtes de jeter du plastique à la fin. Et donc c'est une aberration. On en avait discuté avec d'autres intervenants du panier, mais on remplit les paquets de chips d'air et les bouteilles de cosmétiques ou de lessive d'eau juste pour prendre plus de place en linéaire et d'être visible aux yeux de l'acheteur. Exactement. Ça c'est l'évolution de toute la grande distrib depuis 50 ans, c'est de prendre le plus de place en linéaire. Ça veut dire donc des packagings qui sont remplis d'air ou d'eau. Ça veut aussi dire plein d'innovations un peu incrémentales qui servent pas à grand chose. Donc tu vois, dans les déos, c'est efficacité 24 heures, 72 heures, 48 heures, etc. Enfin, juste pour avoir un truc à raconter et prendre plus de place. Et donc il y avait un peu une volonté de revenir à l'essence, à l'essentiel, quoi, de créer des essentiels de la salle de bain sans toute cette aberration qui va autour. Et donc cette première mission, une aberration environnementale, puisque ce sont des produits qui sont pleins d'eau, qui sont lourds et qui consomment beaucoup pour finalement, alors que c'est pas nécessaire, alors qu'on a tous de l'eau chez nous. Exactement. Okay. Donc ça, c'est le premier pilier, c'est vraiment le pilier environnemental qui est hyper important pour nous. Le deuxième pilier, c'est de dire, ok, on a un produit qui est plus vertueux que les alternatives de la grande conso. Maintenant, comment est-ce que tu fais pour qu'il soit adopté par le maximum de gens? Et donc la deuxième chose qui est très importante pour nous, c'est la proposition de valeur client, c'est comment est-ce que tu enlèves tous les freins à l'adoption d'alternatives plus écolo. Le premier frein qu'on a identifié, c'était le frein sensoriel. C'est-à-dire que souvent, avant 900 Care, les alternatives écolo, c'était par exemple un pain de savon. Et aujourd'hui, tu as 7 fois plus de gens qui utilisent du gel douche que du pain de savon. Et quand tu leur poses la question, c'est qu'ils préfèrent l'expérience. Ils préfèrent la texture, la mousse, etc. Et donc, pour nous, la démarche, c'était de dire comment est-ce qu'on rend ce geste beaucoup plus écolo, mais sans changer les habitudes. Et c'est pour ça que notre gel douche ressemble à un vrai gel douche. Le deuxième barrière qu'on a identifié, c'était la barrière du prix. Souvent, les produits écolos, ça coûte plus cher. Nous, on a un pricing très accessible. Ça coûte 3,50€ la recharge et c'est livré chez toi. La livraison est offerte. Je suis étonné par le price point, effectivement. Ouais. Mais parce que, en fait, si tu regardes le marché de l'hygiène, c'est un marché qui est quand même très drivé par le prix. Et si tu es pricé à 6€ comme on était pricé au début, en fait, tu limites vachement ton impact parce que tu parles qu'à une niche de gens qui sont assez fortunés pour pas regarder combien ils dépensent sur leurs produits du quotidien. Et en fait, 90% du marché, c'est un marché qui va être drivé sur le prix. Donc on avait vraiment la volonté de s'inscrire là-dedans. Et enfin, la dernière chose, c'est la praticité. Nous, on livre en boîte aux lettres. On a un système d'abonnement qui fait qu'il n'y a pas de charge mentale. Et ça, nos clients apprécient vachement. C'est des clients qui sont à plus de 55% dans des petites villes ou à la campagne, qui vont faire leurs courses en voiture. Et c'est vrai que plus avoir à penser à racheter son dentifrice quand on a oublié, c'est vraiment une charge mentale en moins. Et en fait, ces gens-là, ils se définissent vraiment comme, tu le disais, écolo débutant, c'est-à-dire. Alors je le disais parce que tu me l'as dit. Oui, parce que je te l'ai dit, mais et en fait, ce que ça veut dire écolo débutant, c'est j'ai envie de faire un geste pour la planète, mais je suis pas prêt à sacrifier mon confort, mon porte-monnaie, ma praticité. Et donc on essaye vraiment de lever toutes les barrières. C'est un peu le flexitarien, Ouais, flexitarien. Flexitarien, c'est ça. Ouais. Avant écolo débutant, on disait flexitarien du responsable. Ok. Et ensuite, la troisième pilier de 900 Care, c'est le pilier économique, c'est de dire on a un business model qui a un peu un unfair advantage par rapport au reste des grandes marques traditionnelles. C'est-à-dire qu'on vend sur Internet dans un marché qui historiquement est très peu pénétré en e-commerce. La pénétration du e-commerce en hygiène, c'est à peu près 10%, sachant que la moyenne des biens de consommation, c'est plus autour d'un tiers.
et que les catégories les plus élevées, c'est plus 50%. Et quand il réfléchit, il y a quand même une absurdité, c'est-à-dire que tu achètes tout le temps le même dentifrice, personne aime passer du temps dans un rayon dentifrice ou dans un rayon déo, et pourtant tu as 90% du volume qui se fait en magasin. Pourquoi est-ce que c'est le cas ? C'est parce que les économiques ne marchent pas pour un acteur traditionnel. Ils vendent des trucs qui sont pleins d'eau, donc c'est hyper lourd, donc très coûteux à shipper. Souvent, c'est des marques qui sont concentrées sur un seul produit, donc c'est très dur de faire du cross-sell et elles ont très peu de récurrence. Et nous, en fait, avec notre modèle, on a des produits qui sont hyper légers, donc ça, c'est très peu coûteux. Ça coûte en gros 2 à 3 fois moins à expédier qu'un produit traditionnel. On a toute une gamme, puisqu'en plus du gel douche, on a du dentifrice, du shampoing, du déo. Donc on est capable de faire du cross-sell. Et aujourd'hui, un client qui est abonné chez 900care, il est en moyenne un peu plus de 2 produits. Il est abonné en moyenne à un peu plus de 2 produits. Et ensuite, on a un très fort taux de rétention parce qu'on a un modèle d'abonnement qui fait que les gens rachètent très très régulièrement. Ok. C'est une belle mission. Est-ce que du coup vous êtes entreprise à mission ou Bicorp ? Ouais, on est les deux. Depuis le début ? Ou vous êtes passé On est passé entreprise à mission, on l'a fait assez rapidement. Ouais, c'est plus simple. Oui, c'est plus simple parce qu'il c'est changer tes statuts et ensuite mettre en place un comité de mission. Donc on a un salarié de la boîte qui est en charge de ça. Et Bicorp, c'était un peu plus long, mais on est Bicorp depuis janvier 2022. Donc depuis un an. Quasiment un an. Ouais, ok. Et la création de la boîte, pardon, c'était quand ? Je t'ai pas posé la question. Alors, on a créé la boîte en août 2019. Il y a eu une longue phase de R&D, puisque les premiers produits qu'on ship, c'est en décembre 2020. Donc, quasiment un an et demi après. Et on a fait les fameuses campagnes de crowdfunding sur Ulule, puis KissKissBankBank à l'été 2020. Ok. Donc, Bicorp depuis janvier 2022. Et après, je reviendrai sur Lino, le deuxième pilier du coup. Mais... Bicorp, tu peux m'expliquer en quelques mots le process, l'enjeu, le coût que ça représente ? Ouais. En fait, Bicorp, pour nous, il y a une prolifération de labels. C'est très dur de savoir quels sont les labels qui sont. Il y a plein de labels où juste tu payes, tu as le label. Et donc, on a regardé le truc de manière un peu holistique. Et Bicorp, c'est le label qui nous semble le plus pertinent sur est-ce que l'entreprise est vraiment responsable ? Parce que ça va regarder 5 piliers. Comment tu traites tes employés, ton impact environnemental, ta gouvernance, etc. Et sur ces piliers, on va te faire remplir plein de questions et on va te noter en fonction de tes réponses. Et donc nous, on a eu un très bon score, on a eu 99.6. Alors c'est pas sur 100, c'est sur 200. Okay. Mais c'est déjà bien. La barre pour être Bicorp, c'est 80. Je crois que la moyenne des entreprises c'est autour de 65. Et la moyenne des entreprises qui sont labellisées, c'est un peu moins c'est autour de 85, je crois. Donc vous êtes au-dessus de la moyenne. Ouais. Pourquoi c'est sur 200 ? C'est complètement idiot. Parce que d'un point de vue mécanique, ou même juste en termes de UX, tu vois, ça aurait été beaucoup plus simple. Ouais, j'imagine pour pas qu'on se retrouve avec des scores de 30 ou 40, peut-être que c'est un peu déprimant. Je sais pas. Et le temps et le coût de passer Bicorp ? Alors parce que tu le fais pas forcément toi-même. Il y a des cabinets qui t'aident à le faire. Nous, on l'a fait nous-mêmes. Vous l'avez fait vous-même ? Ouais, okay. Ouais, on avait une stagiaire qui a travaillé dessus. C'était son. Tu peux le faire par un stagiaire. En fait, ça dépend de la taille de l'entreprise. Ouais. C'est-à-dire que Bicorp, c'est beaucoup plus facile. En fait, il y a deux choses. C'est beaucoup plus facile quand tu es une petite entreprise parce que il y a plein de process que tu peux mettre en place très rapidement. C'est-à-dire que quand tu es une grosse multinationale, changer tes process de gouvernance, c'est quelque chose qui va être long. Quand tu es une petite entreprise, dire que à tous tes boards, tu vas regarder des indicateurs écologiques, c'est quelque chose qui va te prendre 5 minutes. Et la deuxième chose, c'est que je pense que nous, comme pas mal d'entrepreneurs de notre génération d'entrepreneurs, on avait déjà la volonté de créer une boîte qui respecte ses collaborateurs, qui respecte l'environnement. Et donc, il y avait beaucoup de choses qu'on avait déjà mises en place avant Bicorp. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu à changer nos process fondamentalement avec Bicorp. Par exemple, il y a des choses, par exemple, la quantité de feedback que tu donnes à tes employés de formation, ça, c'était des trucs depuis le début. Nous, on a un feedback par mois pour tout le monde. On a des revues annuelles hyper détaillées. Et bien, ça, on a eu le maximum de points. Mais si tu veux, on n'a pas changé notre process pour le faire. Et après, donc, le planning, le temps. Ouais, constituer le dossier, ça en fait, ça dépend un petit peu du coup de la complexité. Nous, ça nous a pris, je pense, un peu moins de 6 mois. Et ensuite, tu as un petit peu de temps là, il y a un gros backlog. Donc, je crois qu'il y a genre 1 an de délai. Nous, c'était un peu plus court pour que Bicorp aille examiner justement ton dossier. 1 an de délai actuellement ? Enfin, tu peux avoir jusqu'à... Ok.
Ouais, parce que tout le monde veut être Bicorp. Mais ce qui est une très bonne nouvelle, hein, parce que je pense que c'est vraiment un label qui va tirer tout le monde vers le haut. Et en fait, 2 ans après, t'as quand même, tu dois renouveler ton Bicorp. Donc, on refait un audit, on revoit, on voit où est-ce que, voilà, est-ce que t'as bien fait ce que t'as dit que t'allais faire. Enfin, donc c'est super. On est un peu dans la mouise d'un point de vue environnemental, mais je me faisais quand même la réflexion il y a 2-3 jours qu'il y a une grosse accélération, prise de conscience. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais quand on enregistre le 6, il y a 2 jours, il y avait Qui veut être mon associé sur M6 et que j'ai regardé en travaillant. C'est un bon son de fond. Et je crois que c'est Marc Simoncini qui parle pendant 5 minutes de maintenant l'investissement à impact. Mais voilà, en prime time sur M6, le nombre de startups comme la tienne, qui n'est plus vraiment une startup d'ailleurs, que je reçois et qui sont dans le sujet. Aujourd'hui, le 6 janvier, c'est le jour de sortie de l'épisode sur Zeta Shoes que vous avez peut-être raté. Si c'est le cas, écoutez-le. Des baskets faites en Europe avec des matériaux recyclés. Enfin, c'est génial. Je suis pas optimiste. Mais je suis heureux de voir que j'ai l'impression que la société change plus vite qu'on ne le croit. Et je trouve ça bien. Et du coup, ce que tu dis, pour boucler ce qu'on est en train de dire, c'est que le fait qu'il y ait un gros backlog sur les entreprises Bicorp, c'est chiant, mais c'est bien. C'est un bon move et la société va dans le bon sens. Et le fait qu'il y ait de plus en plus de boîtes dans l'hygiène, dans la beauté qui s'attaquent à ce sujet, c'est bien aussi. Ouais. Ton deuxième pilier, c'était en gros, si je résume, faire péter les freins à l'adoption. Donc pas changer trop les habitudes, être accessible en termes de prix. Et que ce soit pratique, tu le fais quand même avec une innovation qui est c'est pas un breakthrough, mais c'est quand même un changement assez radical, d'acheter un bâtonnet de shampoing. T'as un changement sur le premier geste, c'est-à-dire que la première fois que tu le fais, tu sais pas trop jusqu'où je mets de l'eau, combien de bâtonnets je mets. Une fois que t'as compris, en fait, ça te prend vraiment 2 minutes, tu le fais la veille, le lendemain matin, c'est prêt. Et c'est beaucoup plus... si tu y réfléchis, entre faire ça ou prendre ta voiture pour aller au supermarché, trouver le bon gel douche, aller à la caisse, le payer, c'est quand même vachement plus simple de dire juste j'ai à mettre 2 bâtonnets et rajouter de l'eau. Quand tu le vois comme ça, en fait... Ouais, mais t'as de l'évangélisation, t'as de la formation, t'as ton bâton de pèlerin quand tu fais ça un petit peu, quoi. Ouais, ton bâtonnet de pèlerin. Ton bâtonnet de pèlerin, ouais. Merci, pardon. Mais oui, c'est sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, on investit beaucoup en communication sur les réseaux sociaux, en paid media, parce qu'on a besoin de démontrer visuellement comment ça marche. C'est-à-dire que quand tu vois une vidéo et que tu vois que c'est hyper simple, tu as compris le geste. C'est-à-dire, tu vois 2 bâtonnets dans ton bouteille, tu rajoutes de l'eau. Enfin, ça, c'est en 3 étapes, c'est très très simple. C'est sûr que quand on te le raconte avec des mots, ça paraît plus complexe que ça n'est vraiment. Et ouais, tu as vraiment un enjeu d'évangélisation, ça c'est clair. 1 an et demi de formulation et de recherche, de R&D pour arriver à un produit qui est stable, qui est utilisable. Raconte-moi un peu cette démarche. Qui, comment, pourquoi, qui le lead au début, donc Thomas et moi, on n'a pas des profils de cosmétologues, on n'était pas dans la cosméto. On a toujours été dans l'univers un peu B2C. Moi, je faisais du conseil et je bossais principalement pour des grandes marques de biens de grande consommation, et lui il a toujours été entrepreneur, mais toujours entrepreneur B2C, mais on n'avait pas cette expertise là. Donc la première chose, c'est que tu fais le tour de plein de labos. Il y avait un peu 2 types de labos. Tu avais les labos qui faisaient de la cosmétique liquide et les labos qui faisaient de la cosmétique solide, et on a dû voir 50 labos, et il y en a 49 qui nous ont dit en fait votre truc hybride on comprend pas, je pense que c'est pas possible. Oui, parce que le solide, ça peut être un pain de shampoing, ou un pain de savon. Ouais. Le pain de savon, on connaît déjà. Enfin, on connaît depuis 2000 ans, j'imagine, même plus. Mais le pain de shampoing, c'est déjà peut-être qu'on le connaissait, mais qu'on le connaît plus. Ouais. Mais il est censé rester, le point est le suivant, il est censé rester un pain. Exactement. Toi, ce que tu dis, c'est que un pain ou un bâtonnet qui doit se liquéfier, c'est ça. T'avais un vrai enjeu de savoir est-ce que ça va bien se dissoudre, est-ce que tu vas réussir à retrouver la même texture. Et il y a plein de gens qui nous disaient en fait ça n'est pas possible, vous n'y arriverez pas, c'est pas possible. Mais bon. Et puis il y a des trucs un peu cons comme on aime bien que ça mousse, alors que ça n'importe rien, mais on aime bien que ça mousse, on aime bien que ce soit. Exactement. Ok. Et comme l'ambition c'était vraiment de dire t'as la même expérience sous la douche, et ben il fallait que ça mousse, il fallait que ça sente bon, il fallait que la texture soit bonne. Et en fait au 50e on a trouvé un labo qui était prêt à tenter l'aventure. En France. Ok. Les 50 étaient en France, labo. Ouais. On est 100% made in France nous. Ok. Ça faisait partie du cahier des charges. Oui. Pas un made in Europe, un made in France. Pour l'instant made in France, à terme peut-être made in Europe. Enfin, c'est-à-dire que à terme l'ambition c'est quand même de créer un acteur européen
et on va pas démultiplier nos usines. On pourra pas faire du made in Allemagne, made in UK, made in machin. Je pense qu'on aura un hub de production et qu'on shippera ensuite dans toute l'Europe, sans doute avec des entrepôts intermédiaires. C'est une belle discussion que j'ai eue avec Lisa Nakam, qui dirige avec son frère Marcel Jonac. Oui. Mais tu sais, vouloir être un acteur responsable à l'international, ça te pose des questions opérationnelles assez complexes. Est-ce que le jour où tu sers l'Asie, tu produis encore en France? Non, parce que ça va contre tes valeurs. Exactement. Ouais. Donc on n'est pas encore à servir l'Asie, mais dans les réflexions, c'est sûr que si on ouvrait un nouveau continent, l'Asie, les US, il faudrait sans doute qu'on recrée notre chaîne de production à terme. Sans doute qu'au début, tu fais un petit compromis pour tester le marché, voir est-ce que tu as suffisamment de demandes pour recréer ta chaîne logistique, mais après, il faut en effet recréer tout ça. Je t'ai interrompu sur le labo, la formulation. Et donc le labo, formulation. Le 50e accepte. Voilà, le 50e accepte. Là, tu as deux phases. Tu as la phase de formulation. Donc la formulation, c'est vraiment de la cuisine. Et c'est d'ailleurs une phase qu'on a fini par internaliser. Donc aujourd'hui, maintenant, on a une cosmétologue et deux alternantes qui bossent chez nous en formulation. Donc on a pris une salle de réunion, on a tout pété, on a mis des paillasses comme en SVT au collège. On a acheté des machines. Et en fait, ça, c'est vraiment de la cuisine. Donc tu mélanges de la poudre, tu compactes, tu fais tout à la mano. Et ensuite, tu as une deuxième phase qui est très importante, c'est l'industrialisation. C'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir une recette qui fonctionne. Encore faut-il qu'elle puisse passer dans des machines, que ça bloque pas la machine. Ce sont pas les mêmes acteurs. Là, c'était le même acteur. Ok. Et aujourd'hui, maintenant, on a décorrélé, donc on est passé sur des acteurs plus gros qui font que l'industrialisation. Mais tu as vraiment une grosse part. Ça, c'est pas de la R&D, mais c'est quand même beaucoup de tests et d'erreurs parce que en fait, sur les bâtonnets, on a créé une machine sur mesure. Tu te rends compte que en fonction des paramètres d'humidité dans la salle ou de quand est-ce que tu le fais dans la journée, ça se compacte pas aussi bien que ce qui se passait en labo. Donc, tu as énormément en fait d'apprentissage sur cette partie industrielle. Sur la partie industrialisation, la deuxième partie, la deuxième phase. Ok. Et c'est assez marrant parce que souvent, la question qu'on pose, c'est mais est-ce que vous pouvez protéger votre innovation? En cosmétique, en fait, c'est très difficile de protéger une innovation. C'est même l'inverse puisque tu dois publier ta liste d'ingrédients. Ça s'appelle la liste INCI, c'est sur tous les produits. Donc en fait, imagine un chef qui reçoit la liste d'ingrédients. La liste d'ingrédients, mais pas forcément. Si, parce que tu as les pourcentages pour les plus importants, c'est ça? Non, ça c'est en food que tu as les pourcentages. Okay. Mais ils sont dans l'ordre décroissant. Donc imagine, si je reprends mon analogie de la cuisine, tu donnes à un grand chef un plat fini et la liste d'ingrédients par ordre décroissant, a priori, la probabilité qu'il sache le refaire, elle est assez élevée. En revanche, la partie industrialisation, c'est là qu'il y a la vraie barrière parce que on a eu un nombre de galères invraisemblables, mais à chaque fois qu'on a une galère comme ça, on se dit c'est une bonne nouvelle parce que c'est quelque chose qu'on apprend et que des gens qui voudraient nous copier auront à apprendre aussi. Et en fait, c'est des investissements qui sont conséquents. Enfin voilà, il y a Vous avez levé un peu d'argent en 10 millions il y a un an. C'est ça. Fin 2021, début 2022, je sais plus. Ouais. Et 4 là récemment, voilà, dont un en crowd. Hein. Voilà, on a fait 10 millions en avril 2021. Et là, avril 2021. Voilà. Et là, à l'été 2022, puis novembre 2022, on a fait 3 avec des fonds de VC et 1 en crowd equity. En crowd equity, en l'espace de 24 heures, vous avez levé 1 million. C'est ça. Il y a suffisamment de presse sur le sujet pour qu'on s'étende pas, mais c'est quand même intéressant. Je reviens sur la première phase, donc la phase R&D. Pourquoi internaliser et comment est-ce que vous avez fait ça bien et qu'est-ce que vous aurez pu faire de mieux? Enfin, c'est pas anodin. Et je sais pas, je crois, enfin, j'ai pas entendu d'autres DNVB ou d'autres startups qui l'avaient fait, mais d'internaliser la phase de recherche, c'est de changer. Alors, tu l'as dit, une salle de réunion avec, il faut des paillasses et des tests, et j'imagine qu'il y a plein de machines. Enfin, ça doit coûter une thune folle, non? C'est pas des investissements fous. Ok. C'est quelques dizaines de milliers d'euros, mais c'est pas démentiel, c'est pas de 2 millions d'investissements pour avoir un petit labo. En fait, l'investissement matériel est moins cher que l'investissement, j'imagine, humain, parce qu'il faut aussi des chercheurs, il faut des testeurs. En fait, ça dépend beaucoup de la décision d'internaliser ou non ta R&D, elle va dépendre beaucoup de la typologie de produit que tu as. Si tu fais un produit classique, c'est-à-dire tu fais un gel douche classique avec 2-3 ingrédients un peu nouveaux ou un parfum un peu nouveau, aucun intérêt d'internaliser. Il y a des gens qui savent très bien faire ça, ils font ça toute la journée, c'est hyper facile. Quand tu crées des produits qui sont très nouveaux, c'est-à-dire que nos produits n'existaient pas sur le marché. Personne ne faisait du gel douche en bâtonnet à dissoudre. C'est un truc qu'on a créé
et ben en fait, tu te rends compte que ta formule, elle est en évolution permanente. Nous, on aime bien en fait reprendre l'analogie du Scrum de la méthode agile dans le développement et de l'appliquer à la R&D, c'est-à-dire que on a envie que à chaque batch de production, on puisse twister un petit peu la formule pour l'améliorer. Et l'améliorer, ça veut dire à la fois sur tout l'aspect organoleptique, donc comment est-ce que les gens la tête sur la douche, mais aussi sur des questions de comment ça s'industrialise, c'est-à-dire que des choix que tu fais dans le labo peuvent derrière impacter ta capacité à monter en cadence dans une usine, et aussi sur des dimensions de coût, c'est-à-dire qu'au début, ta première version, tu veux juste un truc qui marche, et donc tu vas mettre potentiellement des matières premières qui vont coûter assez cher, donc c'est un impact sur tes COGS. Là, il y a aussi, maintenant qu'on monte à l'échelle en termes de volume, réussir à trouver des ingrédients qui puissent être des substituts moins chers, ça permet de réduire tes COGS. COGS, c'est les cost of goods sold, c'est en gros le coût de revient en matière d'un. C'est ça, là, ouais. Hors marketing, hors vente, quoi. C'est ça. Là, dans ce cas-là, je parlais du coût de matière première, c'est-à-dire. C'est marrant parce que tu as dit on a envie de faire comme dans l'agilité, mais l'agilité s'inspire certainement de la science, puisque la science et la recherche, c'est des itérations progressives. C'est ça. C'est revenu. Mais du coup, tu embauches un chercheur, un laborantin. Ouais, ça s'appelle une cosmétologue. Cosmétologue, ok. Elle s'appelle Paola, elle est colombienne. Donc toujours la blague d'une colombienne qui bosse dans la poudre, ça me fait toujours beaucoup rire. Qui fait des bâtonnets de poudre. C'est ça. Et non, elle est fantastique parce que justement. Si jamais il y a un pivot un jour, enfin. Elle est fantastique, pardon. Non, on arrête les blagues idiotes, désolé. Non, elle est fantastique parce que elle a réussi à craquer ce truc-là qui était hyper dur à craquer. Ça fait combien de temps que vous avez internalisé? Ça fait 1 an et demi quasiment. Que vous avez décidé d'internaliser? Ouais, ça fait à peu près 1 an et demi qu'on a décidé. Et je pense qu'elle nous a rejoint en septembre 2021. Qu'est-ce que vous auriez pu faire de mieux sur cette partie recherche internalisation? Je pense que ce qu'on aurait dû faire de mieux, globalement, on avait une vision assez séquentielle du sujet, c'est-à-dire on fait la formule et ensuite les fournisseurs, enfin les producteurs se démerdent avec la formule pour nous sortir nos bâtonnets. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas, qu'il y avait plein de problèmes, etc. Je pense que ce qu'on aurait pu faire de mieux, c'est élargir la sphère de notre responsabilité en disant, en fait, ma responsabilité s'arrête pas à je t'ai livré la formule, ma responsabilité s'arrête à tu m'as livré les bâtonnets en quantité, à la bonne cadence, la bonne niveau de qualité, etc. Et donc de passer beaucoup plus de temps avec les fournisseurs chez eux pour comprendre comment est-ce que... parce qu'en fait, Paola, elle connaît mieux que personne la formule, elle aura des idées en voyant est-ce que ça colle, est-ce que ça colle pas, est-ce que ça se compacte bien, pas bien. En fait, ça lui donnera des idées de comment est-ce qu'elle peut twister la formule ou même comment est-ce qu'on peut twister les paramètres de la machine pour que la prod passe mieux. Ok, cool. Sujet qui m'intéresse grandement, c'est ta distrib. Mais non, pardon. Ouais, et pour cadrer un peu la suite, surtout le persona et le lancement, j'aimerais comprendre qui est l'acheteur de 900Care aujourd'hui. Ouais. Donc l'acheteur de 900Care, en fait, de manière assez contre-intuitive, quand on a lancé, on pensait que ça allait être un truc de bobo parisien. Voilà, le bobo parisien. En fait, c'est pas du tout ça. Sur notre base de clients, il y a à peu près 30% des gens qui habitent en région parisienne, 20% qui habitent dans des grandes villes et un peu plus de la moitié qui habitent dans des petites villes ou à la campagne. Donc 50% qui sont des non-grandes métropoles, quoi. Exactement, 55 même. 55. Et on a, en termes de CSP, on a à peu près 30% de cadres ou professions libérales, mais ça veut dire 70% de classe moyenne classique, quoi, d'employés non cadres. Non CSP+. Non CSP+, okay. Ou d'étudiants, de retraités. On a à peu près 40% de familles. Donc en fait c'est assez divers. Ils ont un point commun, c'est on en parlait, mais c'est qu'à 70% ils vont se définir comme écolo débutants. On a à peu près 10% qui vont dire je suis écolo engagé. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas des gens qui sont déjà de manière très active engagés dans l'écologie qui vont tester nos produits. C'est vraiment la partie d'après, c'est les gens qui sont écolo débutants. Ok, intéressant. Mais donc le portrait robot, c'est un CSP pas plus et en petite ville ou en campagne. C'est ça, c'est en gros mais alors, une famille de campagne. J'aurais imaginé que ça aurait été le segment le plus difficile à atteindre et qui a très machinalement fait ses achats d'hygiène beauté après avoir acheté son beurre, quoi. Enfin pardon, je fais pas de généralité, si je suis en train de me faire une. Mais
j'aurais imaginé que disons, je le dis dans l'autre sens, j'aurais imaginé que changer les habitudes d'un CSP+ urbain, grande ville, était plus facile que changer les habitudes de ce persona-là. Écoute, je te jette pas la pierre parce que c'était aussi mon hypothèse. Ouais. Et en fait, en y réfléchissant, pourquoi est-ce que ça marche aussi bien avec cette typologie de clients-là? C'est que la proposition de la livraison en boîte aux lettres et de l'abonnement, elle a beaucoup plus de valeur quand tu habites à la campagne et que tu dois faire 30 minutes de caisse pour aller au Leclerc du coin. Et porter Voilà, et porter tes grosses bouteilles pleines d'eau. Donc, et enfin voilà, c'est une galère quand tu as oublié de racheter ton tube de dentifrice. Tu vas le faire durer au maximum en le roulant, etc. Pour ces gens-là, en fait, se dire je reçois mon dentifrice directement dans ma boîte aux lettres, c'est vraiment avant même d'en avoir besoin, c'est-à-dire que j'ai calé ma fréquence en fonction de ma consommation. Ça a une proposition de valeur de dingue. Je comprends. Et vous n'étiez pas accessible physiquement à cette part, à ce segment de tes acheteurs? Pas vraiment, parce que là, on a fait un petit peu de distribution physique. On est rentré chez Monoprix en avril 2021. On était dans 135 Monoprix. 135, ok, d'accord. Mais Monoprix, ça reste une enseigne qui est très urbaine. Très urbaine. Donc, c'est une catégorie qui, dès le début, achetait en partie en ligne. C'est ça. Ok, intéressant. On y revient dans 10 minutes. Puisque d'abord, on va parler de ton lancement. Je l'ai dit en intro, 40 000 ventes. En gros, j'arrondis. Parce qu'en vrai, on parle de 39 908. Donc, ça fait 40 000 ventes sur Ulule et 63 000 sur KissKiss. Comment est-ce qu'on fait une campagne qui cartonne comme ça? Alors, bonne question. Parce que en gros, tu as fait, je sais pas quels étaient les prix, mais... On a fait 600 000 euros. En gros, sur les deux. En tout, ouais. Okay. C'était à peu près 6 euros par produit. On en a vendu 100 000. Ok. Alors comment est-ce qu'on fait? En fait, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a bien sûr la qualité de l'exécution. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps à préparer. On avait beaucoup bossé. On a parlé de la marque, identité visuelle. Donc c'est des choses qu'on avait beaucoup travaillé. Je pense qu'il y a une partie innovation produit, c'est-à-dire que c'est plus facile d'émerger quand tu as quelque chose qui est très très différent. Moi, je suis toujours admiratif des gens qui arrivent à faire des très belles campagnes ou des très belles boîtes sur des produits qui sont complètement commoditisés, où tu as l'impression qu'il y a 12 000 copycats. Enfin, tu parlais de Zeta. J'ai l'impression que dans les chaussures responsables, les baskets responsables, il y a 12 000 marques. Et je suis hyper admiratif de ces gens qui arrivent à émerger malgré ça. Nous, c'était un peu plus facile puisqu'on était les seuls à faire ça. Donc, on avait cet avantage-là. Et enfin, je pense que l'ingrédient un peu magique, c'était l'ingrédient communautaire. C'est-à-dire que comme on avait une phase de développement très longue, on s'est dit qu'on allait, en s'inspirant de la méthode agile, on allait impliquer les utilisateurs finaux. Donc, on a mis des petites pubs sur Facebook en disant est-ce que vous voulez tester notre dentifrice en pastille à croquer et nous faire des retours. Et là, en fait, ça a été un mécanisme d'acquisition de dingue. On a récupéré plein de leads. Hyper intéressant. Et le moment où on a lancé, en fait, ça a été un succès de dingue. T'as fait ça combien de temps avant et t'as récolté à peu près combien de leads? Tu t'en souviens? Je pense qu'on a eu une dizaine de milliers de bêta-testeurs. En plus, après, on avait un système un petit peu de gamification où il fallait partager les liens. Donc, on a dû récolter 50 000 leads, quelque chose comme ça. Sachant que les 40 000 qui n'avaient pas testé de produit, c'était pas des leads très, très qualifiés. Mais bon, ça a contribué à augmenter la notoriété, à faire monter le compte Instagram. Et en fait, c'est un peu le phénomène du restaurant plein, c'est-à-dire que quand tu vois un restaurant où il y a la queue devant, donc quand on a lancé la campagne, on a très vite atteint nos objectifs, on est très vite remonté dans les algos. Ulule nous a mis en avant dans sa newsletter et en fait, t'as une espèce de cercle vertueux qui s'enclenche. Et après, t'as la honeymoon des 24 premières heures de ta campagne de crowd. C'est ça. Ouais. Attends, hyper intéressant ce que tu me dis quand même de préparer sa campagne de crowd en ayant bêta-testé. En fait, trouver des bêta-testeurs, c'est déjà une bonne idée. De faire du social ads ou de la pub pour aller en trouver plus, c'est top. 10 000 testeurs et 40 000 autres inscrits que vous avez pu activer le jour de la campagne. Exactement. T'as un taux de transfo là-dessus? Tu le connais? Je sais plus ce que c'était, mais c'était une part assez conséquente. Enfin, en tout cas, c'était quasiment 100% des gens qui ont investi au début, plus nos familles et nos potes. Avaient été bêta-testeurs avant? Ouais. Okay. Le taux de transfo ensuite des gens qui n'avaient pas bêta-testé était très faible. Pour le coup, c'était pas des leads très très qualifiés. Donc ça fait de la visite, ça fait du bruit. Voilà. Ok. C'est ce qu'on se dit, mais je sais pas si je le recommanderais. Enfin, en tout cas, j'avais du mal à calculer un ROI dessus. Mais après, en fait, la façon dont on a réfléchi, c'était de dire quelles sont nos forces. Et en fait, notre force, c'est que sur notre dentifrice, donc notre dentifrice, c'est une petite pastille à croquer, donc une pastille, c'est égal à une dose. Faire une pastille, ça coûte pas très cher. Envoyer une pastille par la poste, ça coûte pas très cher. Et en fait, on pouvait le scaler de façon très facile
Donc collecter des leads en disant tester gratuitement, c'était pas très cher. Ça coûte plus cher en humain que en fait quand produit Exactement. ou qu'en shipping. Ouais. Et donc ça, c'est génial parce que du coup, la notoriété de ta marque, elle explose alors que tu as finalement dépensé très peu. Ce que tu peux pas faire avec une paire de baskets, par exemple, parce que tu peux pas distribuer des baskets comme ça. C'est plus compliqué, ça coûte plus cher. Explique un peu comment ça marche pour ceux qui ne le sauraient pas, une pastille de dentifrice. Alors, c'est une petite pastille, c'est en gros la taille d'un tic-tac, si tu veux. Allez sur 900.care, vous verrez des photos. Donc, tu prends ta pastille, tu la croques avec la molaire, et ensuite tu te brosses les dents avec une brosse à dents humide. Et là, ça va mousser. Il y a du fluor, donc ça protège bien tes dents. C'est validé par l'UFSBD, donc il n'y a pas de souci à avoir d'un point de vue hygiène dentaire. On a été élu meilleur dentifrice solide par 60 millions de consommateurs. Génial. Donc c'est un super produit. Et c'est le produit qui a le meilleur taux de rétention chez nous. C'est-à-dire que là, tu parlais de geste. C'est peut-être le geste le plus différent. Autant sur nos autres produits, le gel douche, le shampoing, ça reste à la fin du gel douche liquide, du shampoing liquide. Donc c'est exactement le même geste. Là, le dentifrice, il y a un geste nouveau. Il n'y a pas de transfo, voilà. En plus. De transformation de produit, je veux dire. Ouais, c'est ça. Ok. Mais il y a une transformation d'habitude. Une transformation d'habitude, les gens l'adorent parce qu'il marche très bien. Et ce qui est drôle, c'est qu'ils trouvent plein de bénéfices auxquels on n'avait pas forcément pensé. Les gens qui voyagent beaucoup, c'est super pratique parce que t'as pas à t'emballer ton tube, tu prends juste j'ai pas pensé, évidemment. Pour 4-5 jours. Les parents, ils adorent parce qu'en fait, alors moi j'ai un enfant qui a 1 an et demi, donc il se brosse pas encore les dents tout seul, mais apparemment c'est une galère absolue que les enfants se brossent les dents, ils mettent 3 tonnes de dentifrice, ils en mettent partout. Là, en fait, les parents nous disent c'est génial. Déjà, ils adorent parce que c'est ludique, et on croque, c'est facile, et en plus, il y a pas de problème de dosage, ils en mettent pas partout. T'as une version enfant? C'est le même. Ouais, t'as une version enfant. On a sorti une version goût fraise. Je l'avais pas vu et il faut que j'essaye. Effectivement, ça fout du dentifrice partout. Ouais. Moi, j'ai la chance de filles adorables, brillantes, qui ont compris que se brosser les dents, c'est important. Bref, c'est pas un enjeu de leur faire se brosser les dents, c'est un enjeu de nettoyer ensuite, quoi. Ouais. Ça crache dans tous les sens, bref. Mais ça, c'est un autre sujet. Ok, donc l'enseignement, et c'est vrai que je l'avais jamais, je crois, abordé, mais c'est d'élargir au maximum avec du paid sa base de bêta-testeur avant ta campagne de crowd pour bien pouvoir l'activer par la suite. Ça vaut même le coup de reculer ta campagne si t'es prêt à la lancer, de la reculer d'1 mois ou 2 pour te constituer cette base. Puisque ça, en revanche, on en parle souvent, mais t'as la honeymoon du crowdfunding. Il faut cartonner dans les quelques premiers jours, premières heures. C'est sûr. En fait, t'as un enjeu de te constituer une communauté avant si tu veux que ta campagne elle marche très bien. Après, le moyen de te constituer ta communauté, je pense que c'est vraiment très spécifique à chaque projet et très spécifique aussi à chaque fondateur. Quelqu'un qui a des contacts dans la mode parce qu'elle bossait en presse avant, enfin dans la presse parce qu'elle bossait en presse avant, ça peut être un super levier d'aller faire des cadeaux à tous ses potes ou ses copines journalistes pour qu'il y ait un gros lancement presse au moment du lancement de la campagne. Si t'as un produit qui est très instagrammable, influenceur friendly, là il faut l'échantillonner plutôt à des influenceurs qui eux rameuteront ensuite le jour de la campagne des gens. Et nous, la mécanique qui a marché, c'était vraiment l'échantillonnage et ce côté très très communautaire. Et les gens en fait ont adoré parce que bon, déjà je pense que le truc gratuit ça marche toujours bien, mais surtout ils avaient l'impression de faire partie de l'aventure. Et ils ont fait partie de l'aventure, ils nous ont donné... En fait, c'était une mine d'or d'un point de vue aussi... Enfin, c'était super d'un point de vue marketing, mais c'était une mine d'or d'un point de vue développement produit, parce que derrière, on leur faisait remplir un typeform assez détaillé, et on avait la roadmap de développement R&D, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut améliorer dans le dentifrice, il faut que ça mousse plus, il faut que ça colle moins aux dents, il faut que ci, il faut ça... Enfin, c'était... Faut parler à ton utilisateur. C'est dément. Laure Babin, la fondatrice de Zeta, dont on a déjà parlé, je crois, et dont l'épisode sort le jour où on enregistre le vendredi 6, a aussi fait une belle campagne. Elle m'expliquait, elle a fait objectif 200, donc une fois de plus c'est un peu bas, mais bon, c'est le jeu. Elle a fait presque 3000 préventes sur une paire de baskets originales, et elle m'expliquait qu'en plus ça ouvre un peu avant. Si t'as une d'ouverture au lundi, c'est pour ouvrir le dimanche soir, et que commencer la date officielle, enfin au moment du lancement officiel de ta campagne côté Ulule, si tu as déjà soit de l'attente, soit 100, 200, 300 préventes, ça fait partie aussi des ingrédients qui aident à cartonner, quoi. Globalement, ça c'est assez codifié. En fait, tu vas ouvrir 2-3 jours avant à ton cercle 1. Et donc là, l'objectif, c'est pour ça qu'on met des objectifs bas, l'objectif c'est d'atteindre 100% du montant recherché avant même le lancement de la campagne. La veille du lancement officiel, tu vas ouvrir à toute la base ton cercle 2, c'est-à-dire toute la base des gens que tu as collecté avant.
Et du coup, tu peux ouvrir ta campagne en disant waouh, c'est dingue, on a déjà 10 000% de ce qu'on avait voulu faire, le succès est au rendez-vous, quoi. Et donc là, tu crées un peu ce cercle vertueux, tu remontes un peu dans les algos d'Ulule, et surtout, tu crédibilises beaucoup tu donnes des talking points à des gens qui voudraient en parler, des journalistes, et ça rassure les gens de voir qu'ils vont investir dans un projet qui est déjà financé. Parce que l'angoisse, quand tu viens sur une page de crowdfunding où il y a 30%, tu dis, je vais mettre de l'argent, mais je suis même pas sûr de recevoir mon produit un jour. Et qu'est-ce qui se passe si le truc... tu vois, ça crée plein de questions que tu n'as pas quand tu as une barre à 10 000%. Merci, c'est très clair et riche. Bon, félicitations pour cette belle lancement, en tout cas cette belle campagne de lancement. J'arrive et du coup on revient au sujet de tout à l'heure sur le sujet de la distribution. Mm-hmm. Comment est-ce que tu as fait pour entrer dans 130 Monoprix ? En fait, au départ, l'hypothèse de base, c'était de dire on veut être un acteur omnicanal. C'était un peu ça notre vision, en se disant on sait que les coûts d'acquisition augmentent en ligne. On est un produit du quotidien, donc ça fait de la visibilité d'être en magasin. On avait un peu cette thèse de dire les gens nous découvriront en magasin et nous rachèteront en ligne. Et donc depuis le début, on avait contacté, on était allé à une conférence, on était tombé par hasard sur la responsable de l'innovation de Casino, à qui on avait parlé, qui nous a dit le projet m'intéresse. Donc c'est au tout début, c'était en 2019, on avait 2 slides de PowerPoint, on n'avait rien, mais elle nous a dit c'est typiquement des sujets qu'on regarde. Je vous mets en contact avec l'équipe de Monoprix. On avait vu Monoprix qui nous ont dit revenez nous voir quand vous avez un truc qui est prêt, mais ça nous intéresse. Et en fait, ça s'est fait assez vite. On s'entendait hyper bien avec cette équipe-là. Et donc, ils ont vu le succès du crowdfunding. Ça leur a donné envie. Alors, c'était marrant. Ils t'ont mis en test d'abord quelque part ? Pardon, non, je t'ai interrompu. Non, mais justement, j'allais y venir. C'est que nous, on disait faisons un test dans quelques Monoprix, on voit comment ça marche. Et puis, si ça marche bien, envisageons un plus gros rollout. Et ils ont dit non, en fait, nous, on a un meuble qui sort. Donc on était sur un display à part. Il est dans 135 magasins, donc on veut que vous remplaciez les 135 magasins. Un meuble, qui sort une marque ou qui sort du de référencement, en fait, qui est différencié. Ouais, nous on n'était pas dans les rayons, on était sur les têtes de gondole, là, des meubles à part. Et donc ils sortaient un meuble, ils voulaient du coup remplacer la marque qui sortait par une nouvelle marque. Ils ont dit on veut que ce soit 900 Care. Pour nous, c'était des volumes qui étaient délirants. Hein. C'était d'ailleurs, ça a été un vrai casse-tête en termes de gestion du cash parce que à ce moment-là, on n'avait pas encore levé et ça crée. Il faut produire toute cette quantité. Voilà, donc on a lancé dans 135 Monoprix. Ça donne combien en nombre de refs qui doivent être du coup disponibles à 135 points de vente avec potentiellement du réassort? Je me rappelle plus exactement, mais on avait en gros. On devait avoir 6-7 refs par catégorie de produits. On a lancé sur 3 catégories de produits. Et sur chaque 21 façon, sur chaque ref, on devait avoir 20 produits pour stocker le meuble, pour pas que le meuble ait l'air trop vide. Et c'est d'ailleurs un des challenges, c'est que comme on n'a pas d'eau, nos produits sont tout petits. Donc pour que le meuble ait pas l'air trop vide, il faut commander beaucoup de produits. Donc une centaine de milliers de produits au moins à dispo au moment du lancement. Ouais. Et ils t'ont laissé combien de temps ? C'était un peu nous qui dictions le timing parce qu'ils se rendaient compte que c'était compliqué, mais c'était le plus vite possible. Et en gros, je pense qu'on a topé en novembre et qu'on a lancé en avril. Novembre, avril, 6 mois. Ouais. Si vous allez sur Google Images et vous tapez Monoprix 900 points Care, vous avez le c'est ça, hein. Ouais. Le dispositif qui lui-même a dû prendre un peu de temps à produire. Alors heureusement, il en faut que 135, mais 140, 160 avec la casse. Mais c'est ça. On a fait un meuble. L'idée, c'était d'utiliser ça aussi pour faire du branding. Donc, on l'a fait dans la forme de notre flacon de gel douche. Donc, ça nous a coûté un peu cher. C'était, je sais plus, 150 € par meuble. Non. Je sais plus, fois 135, enfin c'était quand même un bel investissement. Donc 30K quand même rien que sur le présentoir. Ouais. En fait non, 20-30 en plus. Je pense que c'était plus, j'avais 70K en tête, donc je pense que c'était plutôt peut-être 300. Okay. Enfin bref, c'était un gros investissement, mais on se disait c'est un investissement en branding, le meuble il va rester au moins un an, donc tout le monde va nous voir. Donc c'est un engagement minimum, maximum, comment on te teste, c'est quoi la règle du jeu? En fait, c'était pas très clair. Je pense que pour Monoprix, en fait, l'enjeu de 900 Care, c'était un enjeu d'image pour eux. C'est-à-dire, ils veulent être l'enseigne où on découvre des jeunes marques sympas. Et pendant la première année, il n'y avait pas tellement de discussions sur la performance, les chiffres, etc. Et
Voilà, donc globalement, on était très content du lancement. Ça nous a fait une grosse rentrée de cash, donc ça c'était chouette. Le sell-out a pas été incroyable. Le sell-in, c'est quand on vend à un distributeur. Le sell-out, c'est ce que le distributeur vend ou le revendeur vend au consommateur final. Sell-out. Et en fait, on a analysé un peu le pourquoi du comment. Il y avait en gros 2 grandes raisons. La première, c'est que les gens comprenaient pas forcément ce que c'était, même si on avait fait une PLV. Enfin, un meuble avec des explications, en fait, comprendre. Il y avait quand même 3 produits avec chacun un peu leur on avait lancé gel douche, dentifrice et déo. C'était 3 produits avec chacun leur spécificité. C'est difficile d'expliquer tout sous une même ombrelle. Fallait un peu rentrer dedans. Donc, si on n'avait jamais entendu parler de 900 Care, c'était difficile de découvrir le produit en magasin. Les gens qui avaient quand même entendu parler de 900 Care, il y avait la problématique de les produits sont tout petits et donc à côté de trucs qui sont bourrés d'eau, bourrés d'air, ça faisait tout petit avec un prix qui était élevé par rapport aux grandes marques. Et donc le sell-out n'était pas forcément au rendez-vous. L'autre truc qu'on a appris, c'est que notre hypothèse de dire les gens vont découvrir chez Monoprix, ils vont nous racheter en ligne, en fait ne s'est pas du tout vérifié. C'est-à-dire qu'on a un petit sondage post-achat sur notre site. Et on a eu... Ton calcul, ton pari, c'était je te découvre en magasin et je retourne en ligne m'abonner ou racheter. C'est ça. Et en fait, les gens étaient très fidèles. En gros, on voyait chaque mois le pourcentage de recharge augmenter chez Monoprix, ce qui voulait dire que les gens qui nous découvraient chez Monoprix venaient racheter leur recharge chez Monoprix. Et en revanche, dans le sondage post-achat de notre site, personne disait je vous ai connu en ligne. Donc les 2 canaux étaient très très hermétiques. Et on s'est rendu compte que ça nous... donc c'était une faible part de notre chiffre d'affaires par rapport au online et en revanche c'était une grosse partie de nos emmerdes parce que il fallait quand même faire des présentations, des touchpoints réguliers, il fallait envoyer des équipes pour entretenir le meuble parce que personne n'entretient ton meuble sinon. Donc en fait les produits ils étaient souvent mal mis en avant parce que personne le meuble prenait la poussière, les produits étaient mal rangés, etc. Donc ça coûtait cher de faire passer des équipes. C'était compliqué d'un point de vue offre puisque chez Monoprix, on était obligé de faire payer le flacon. Sur le site, on testait de faire le flacon gratuit. Donc, tu payais 10 balles, un truc que tu payais 3,50. 10 balles chez Monoprix, un truc que tu payais 3,50 sur le site. Donc, ça créait pas mal de conflits. Et à un moment, on s'est dit, en fait, notre vraie force, c'est le online, parce qu'on a un produit qui est pas lourd, qui passe en boîte aux lettres. Et notre pari, ça va être de démocratiser, de faire augmenter le taux de pénétration e-commerce sur cette catégorie. C'est pas de créer une énième marque qui se développe en retail. Et donc là, on a pris la décision de dire on va passer beaucoup moins de temps sur le retail. Et donc, il y avait que Monoprix. Il y avait Monoprix. On était chez le drugstore parisien et chez Chronodrive, qui est le drive d'Auchan, qui marchait un peu mieux pour le coup, parce que du coup, il y avait plus d'espace pour expliquer le produit. Enfin, c'était une page en ligne, donc ça marchait un peu mieux. Mais c'était quand même pas incroyable. Et donc voilà. Donc on a décidé de passer beaucoup moins de temps sur le retail. Sur le retail physique. Oui, il est physique le retail. Enfin, non, mais pardon. Mon point est le suivant. Tu pourrais les te mettre dans des catalogues en ligne de grande distribution. Ouais, mais au final. Et du coup, travailler ton retail média. C'est vrai. Mais nous, le gros learning, je pense, des premières années de 900 Care, c'est l'importance d'être focus. Et c'est Steve Jobs qui disait, en fait, être focus, c'est pas choisir ce à quoi tu dis oui, c'est choisir ce à quoi tu dis non. Et être capable de dire non à 1000 choses. Et en effet, il y a plein de trucs qu'on aimerait bien faire. Peut-être que le e-retail, ce serait super. Peut-être que être distribué dans des hôtels, ce serait super. Peut-être que distribuer dans des points de vente indépendants, ce serait super. Mais tout ça, en fait, ça a un coût en termes de complexité, en termes de défocus des équipes. Et aujourd'hui, on n'a pas la taille suffisante pour se permettre d'être défocus et de lancer. Et donc, on a décidé que notre objectif, c'était d'être la marque qui craque le système d'abonnement sur l'hygiène, qui craque le e-commerce sur l'hygiène, et de devenir les meilleurs du monde à ça. C'est ça l'objectif qu'on a donné à l'équipe. Et de cutter tout ce qui rentrait pas dans ce... défocus. Ouais. C'est une transition géniale et du coup vous êtes en train de, enfin je sais pas, on va pas dire que vous êtes en train de réussir, vous êtes passé de 5 000 à 50 000 abonnés en l'espace d'un an sur 2022, en parallèle de ce choix stratégique de garder le focus justement sur l'abonnement et de sortir du retail. Avant d'y rentrer, juste une dernière question, et tu peux me l'expliquer. Je pense imaginer la réponse, mais parce qu'on en a parlé avec l'enregistrement. Voilà.
t'aurais pu décider de rester au drugstore et quelques autres beaux emplacements, je sais pas, un corner au printemps, un corner au bon marché, juste pour faire de l'influence sur quelques des réseaux de distribution ou des influenceurs éventuellement. On aurait pu, mais c'est encore un des trucs auxquels on a dit non, dans le sens où globalement c'est beaucoup d'emmerdes par rapport à ce que ça te rapporte. Alors et après il y a la visibilité, l'exposition, non. En fait, c'est des trucs qui sont difficiles à quantifier. Et nous, on a une marque qui est très data-driven et très héroïste. Et du coup, les trucs un peu à l'intuition comme ça, de dire, je pense que ça va me... Enfin, finalement, en fait, comme personne nous disait, je vous ai connu en magasin, le bénéfice... Enfin, c'était difficile de se dire, il y a un case pour continuer à créer de la complexité, parce que c'était des SKU différents. Typiquement, on vendait pas la bouteille séparément de la recharge en retail, parce qu'on se disait les gens qui achètent une bouteille vide, ils vont pas comprendre ce que c'est. Du coup, il fallait faire des surpacks pour bundler, pour mettre ensemble la bouteille et la recharge. Donc ça créait plein de complexité. Et on se disait le jeu en vaut pas la chandelle. On préfère vraiment que t'es net et être très très focus. Choisir ses batailles, être data-driven, et faire de l'analyse. Mais choisir ses batailles, votre bataille, c'est l'abonnement. Et du coup, en un an, vous êtes passé de 5 000 à 50 000 abonnés. Tu communiques sur ton ARR? Non? Vous ferez le calcul, chers auditeurs, chères auditrices. On va dire quelques millions. Quelques millions. Ouais. Comment? En fait, tout est lié. C'est-à-dire que pendant longtemps, quand on se disait qu'on faisait en parallèle Monoprix et le site, on s'interdisait des choses comme offrir la bouteille, faire des formats vraiment pas très chers pour le test. À partir du moment où on a fait ce choix de déprioriser le retail, on s'est ouvert les chakras à tester des modèles d'offres différents. Donc le premier gros pilier, ça a été de passer à un modèle qu'on appelle le kit d'essai. Donc en 2021, si tu passais une commande sur le site, tu devais acheter la bouteille à 5 € et pour que le panier moyen soit suffisant, on te forçait à acheter 4 gels douche d'un coup. Donc ça te coûtait 19 € en fin d'année et 29 € parce qu'on a fait une baisse de prix en 2021 au début, et on s'est rendu compte que les gens comprenaient pas pourquoi ils payaient la bouteille, ils comprenaient pas aussi pourquoi on les forçait à acheter 4 trucs, et ils se disaient je vais pas dépenser 20 balles pour un truc, ça se trouve je vais pas aimer, je vais pas l'utiliser. La deuxième chose, c'est qu'on laissait le choix aux gens de s'abonner ou pas, et on avait ce phénomène que les gens qui s'abonnaient pas, ils passaient très peu commandes. Alors, c'était bizarre, on les appelait, on disait mais qu'est-ce qui se passe, vous avez pas aimé le produit? Ils disaient, ah non, c'était génial, mais bon, j'ai fini mon truc, j'ai oublié, j'ai racheté un gel douche classique, et puis voilà, j'y ai plus pensé, quoi. Et donc, en 2022, on a fait ce move de dire, maintenant, le système, c'est un kit d'essai. Donc, on t'offre la bouteille, tu achètes qu'un seul gel douche, ça coûte 3,50 €, on t'offre la livraison, et t'es abonné automatiquement. Et c'est ça ça c'était le premier pilier qui nous a permis de trouver en fait l'offre qui avait un vrai product market fit, puisque ça a enlevé la barrière de la réticence à l'essai, la friction à l'essai. Les gens ont essayé, ils ont trouvé les produits super, et donc ils restaient abonnés. La deuxième grande chose qu'on a faite, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur une fois qu'on s'est dit on veut être les meilleurs du monde en online, en e-commerce, ça suppose de travailler tes canaux d'acquisition. Et notamment, nous, le canal qui marche bien, c'est le paid media, donc la pub principalement sur Meta, donc Facebook et Instagram. Et là-dessus, on a compris que le truc le plus important, c'était l'aspect créa. C'était de sortir beaucoup de créa, des créas différenciantes. Et donc, on s'est créé ce qu'on appelle une content factory. Donc, on fait toutes nos créas en interne. On en sort énormément et on a une vraie logique. C'est un mix, c'est de l'art et de la science, c'est-à-dire que bien sûr, tu as l'idée de base, le côté je vais envie de tester ce discours, cette façon de raconter l'histoire. Et ensuite, tu as l'aspect data, puisque quand on lance une vidéo, on va faire une dizaine de déclinaisons. Chaque déclinaison, on va tester quelque chose de différent, le hook, le call to action, etc. On va les balancer sur Facebook, on va voir les stats, on va voir laquelle est la winner, et ensuite, on va itérer sur celle-là. Tu fais ça en interne? Ouais. On fait la content factory et l'achat média. Ouais. Raconte-moi. Alors l'achat média, on a une agence qui nous accompagne sur la partie achat média. En revanche, toute la content factory, la planification des tests et l'itération, ça c'est quelque chose qu'on fait en interne. Donc tu postes et ton agence fait le sponsoring, en gros. Ouais, enfin on leur dit voilà, on a 10 vidéos. T'as le planning, t'as les assets, ils postent et ils font l'achat média. C'est ça. Okay. Et après en fait on se parle régulièrement pour dire voilà, on a lancé 10 vidéos, lesquelles ont bien marché, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Ah ok, tel hook c'est mieux, tel montage
montage plus ou moins long. En fait, il y a plein de choses où tu vas lire des trucs en disant les vidéos, il faut qu'elles fassent moins de 30 secondes ou de 20 secondes ou je sais pas quoi. En fait, tout ça se teste. On a des vidéos de 3 minutes qui ont trop bien marché parce que c'était très intéressant. On a des vidéos de 30 secondes qui marchent pas du tout parce que personne comprend ce que c'est. On joue beaucoup sur les formats. On essaye de beaucoup s'inspirer en fait de une de nos sources d'inspiration, c'est la façon dont Brut raconte ses histoires. C'est quelque chose qui pour nous, on essaie de recréer un peu des vidéos dans le style de Brut, et c'est quelque chose qui marche très très bien pour nous parce que c'est un contenu que les gens ont envie de regarder parce que c'est informatif et qu'on apprend des choses en regardant. On n'a pas l'impression d'avoir une pub, on a l'impression d'apprendre des choses sur le marché, sur le fait ah oui putain je savais pas qu'il y avait 80% d'eau dans un gel douche, etc. Donc ça c'est la deuxième step. Travailler, enfin la Content Factory et devenir les meilleurs du monde. On peut y rester une seconde. Vas-y. Ouais. Tu perds pas le fil sur le troisième step. Raconte-moi l'organisation de ta Content Factory. Combien de personnes, En gros, on a une personne qui va coordonner à temps plein. Donc ça, c'est la personne qui va faire de la veille, qui va faire la relation avec l'agence média, qui va écrire les scripts, qui va... C'est des métiers un peu différents, hein. Ouais, on a trouvé un peu un montant à 8 pattes, 9 pattes. Ensuite, on a une C'est team... quoi son titre? C'est lead acquisition, je crois. Ok. Voilà. Okay. On a une équipe qui fait de la vidéo. Donc on a deux alternantes quelqu'un qu'on a embauché maintenant qui était alternante avant qu'on a embauché et une alternante qui font de la vidéo. Elle est faite en interne. Ouais. Parce qu'en fait, en gros, le truc c'est au début, je sais pas raconter ça, mais on a lancé Ulule, ça a très bien marché avec toute cette mécanique de bêta-testeur. Ensuite, on a relancé juste après KissKissBankBank parce que notre site n'était pas encore prêt et qu'on voulait continuer à vendre. Et là, ce qui a fait redécoller le truc, c'était qu'on a fait une vidéo avec Brut qui a trop bien marché, qui est devenue virale, qui a été vue, je crois, 4 millions de fois sur Brut en organique. Donc, ça, c'était quand? En août 2020. Donc, pendant Ulule. Avant KissKiss. Pendant KissKiss. Pendant KissKiss. C'est ça qui a fait décoller KissKiss et qui a fait qu'on a fait encore mieux sur KissKiss. Oui, tu me l'as pas dit, ça. Oui. ça aide. Ça aide. Et en fait, derrière, c'est une vidéo qu'on a utilisée beaucoup en acquisition payante. Et en parallèle, on avait fait plein de trucs plus classiques avec des studios, des gros budgets pour faire des vidéos. Et notre meilleure vidéo, ça restait la vidéo Brut. Et Brut, en fait, c'est un mec qui arrive chez toi, qui te filme à l'iPhone, qui te dit vas-y raconte des trucs et puis après on fait un montage et c'est tout. Et on s'est dit mais attends, ça on est capable de le faire, enfin filmer à l'iPhone, faire un montage, on est capable de le faire. Et donc on a commencé à le faire nous-mêmes et en fait ça marche super bien. Donc on a cette partie là et après on a une partie une des vidéastes fait aussi de la photo et on a une designeuse en interne qui voilà plus sur la partie statique. Et on churn des ads en permanence, on a des boucles très très itératives. Et tu fais ensuite ton calendrier édito, t'as des marronniers j'imagine, et puis t'as des temps chauds, tu passes tout ça à l'agence poste et fait l'achat média. Ouais, en fait nous on n'a pas tellement, sur la partie paid, on fait pas tellement de marronniers. Okay. Nous on a un produit qui est un peu evergreen, c'est-à-dire on se lave les dents tous les jours. Voilà, on se lave les dents tous les jours. On se lave d'ailleurs tous les jours. On se lave, ouais. La plupart des gens en tout cas. C'est toujours marrant parce que le taux de pénétration du dentifrice, je crois que c'est genre 95%, mais ça veut quand même dire qu'il y a 5% des gens qui achètent pas de dentifrice dans une année. Donc c'est toujours, je pense que c'est les gens qui n'ont pas de dents ou les enfants, j'imagine. Bref. Attends, t'en es là, je peux faire une parenthèse parce que tout à l'heure quand tu parlais des fausses innovations marketing avec le déo qui dure 48 heures ou 72 heures, ça veut aussi dire, pardon, je me disais qu'il y a des gens qui se lavent, enfin tu vois, qui gardent du déo pendant 3 jours, donc bien sûr. Pas... Ouais, c'est ça. Bon, je sais pas ce que dire un environnementaliste. Moi, je suis un écolo débutant, tu vois. J'essaie de le faire bien, mais je me lave quand même tous les jours. Ouais. Pardon, moi je t'ai coupé. On était sur le deuxième step. Ouais. Vas-y. Donc, on passe au troisième. Ouais. Okay. Troisième step, c'était. Sauf si je t'ai interrompu dans ton fil, je suis désolé. J'aime pas quand les gens font ça. Donc je sais plus ce qu'on les alternantes, l'image, la photo. Ah, si, pardon, asset. Ah oui, les marronniers. En fait, on a un produit qui se vend bien toute l'année. Et en fait, nous, on se rend compte que nos meilleures périodes, c'est les périodes creuses. Donc janvier, c'est une super bonne période pour nous. Août, c'est une super bonne période pour nous parce qu'en fait, on a un produit qui est pas saisonnier. Donc sur notre partie paid media, on essaie de créer des contenus qui peuvent être utilisés toute l'année. Et après, on a une partie séparée sur la partie organique média où là, on va plus animer en fonction des marronniers, des lancements de produits. Voilà. Donc là, en ce moment, on a toute une thématique autour de ce qu'on appelle l'Eco January Challenge, où en fait c'est 30 jours avec 30 tips écolos. Voilà, donc je vous encourage à nous suivre. Rendez-vous sur Instagram, enfin sur 900.care sur Instagram pour avoir le GT au jour 6 qui est le jour de la galette des rois. Voilà.
Voilà, comment réaliser une galette maison. Restons sur les assets 2 secondes avant d'aller au 3e step. Ouais. Tu es client, je crois, de Omi. Je peux le dire parce que c'est sur le site. Oui. Raconte-moi un peu ce que c'est et comment vous l'utilisez. Alors Omi, c'est une solution pour faire tes packshots de façon digitale. En gros, ils modélisent en 3D tous tes produits et après ils te permettent de les mettre dans différents décors, de faire de différentes choses, des petites vidéos. Et donc ça te permet de faire énormément de packshots et de déclinaisons en fait depuis un outil. Et la qualité est bluffante, c'est-à-dire que c'est pas, on peut pas savoir que c'est pas un packshot que t'as fait en photo. On l'utilise un petit peu moins en ce moment puisque on a récemment, en milieu d'année dernière, on a changé notre DA et avant on avait en fond plutôt des color blocks, donc ça se paraissait très bien pour Omi. Maintenant on a remplacé ça par des espèces de petites formes géométriques qu'on appelle des patterns, et ça c'est plus difficile à répliquer sur Omi, donc on utilise un petit peu moins Omi pour ça, mais c'est vrai que c'était un truc qu'on utilisait tout le temps avec l'ancienne DA. Ouais. Alors il y a d'autres startups, il faut les citer, mais il y a Naker aussi, Naker, mais Omi, omi.so. Moi j'ai eu une démo récemment, c'est quand même assez gueudin parce que c'est bluffant. T'envoies un produit, il le scanne, ou alors t'envoies une photo de produit et puis tes étiquettes, et il le modélise en 3D. Du coup vous avez j'imagine que Naker c'est pareil. On a un produit. Ah bah d'ailleurs il y a WeThings sur le site de Naker et je vois que tu as une WeThings au poignet. On a un produit qui est du coup modélisé 3D, qu'on peut mettre sur n'importe quel fond, qu'on peut détourer, qu'on peut mettre en vidéo. Et alors le prix m'étonnait. Enfin, quand je l'ai vu, premier réflexe, putain, c'est un peu cher, c'est quelques centaines d'euros par mois. Mais en fait, comparé à des journées entières de packshot, de création d'assets, pour un résultat qui est franchement assez bluffant. Surtout si t'as pas de capacité créa en interne. Nous, on est dans un move où on essaie d'internaliser les parties à valeur ajoutée de notre business, donc la R&D, la création de contenu. Donc pareil, on a pris une autre salle de réunion. Donc on a une pénurie de salles de réunion, mais c'est pour la bonne cause. On a créé un studio. Donc on a un studio photo-vidéo où on peut faire avec des lights, etc. On peut faire énormément de contenu nous-mêmes. Mais si t'as pas ça, c'est vrai que mettre 200-300 euros par mois dans Omi, c'est un peu un no-brainer. Bah oui, bien sûr. Omi ou Naker ou n'importe quelle solution concurrente. Mais 3e step. 3e step, c'est de se dire, ok, on est quand même dans un monde où le trafic coûte de plus en plus cher. Il faut être sûr que les gens qui arrivent sur ton site, ils achètent, ils convertissent bien. Et nous, on avait fait un peu l'erreur de débutants qui connaissent pas bien le e-commerce, c'est que la première version de notre site, on l'avait d'abord créée sur desktop. Et ensuite, on avait fait du responsive pour le mobile. Ce qui fait que l'expérience mobile était pas dingue. Et qu'on avait un taux de conversion mobile qui était dégueulasse par rapport au desktop. Et donc, on a opté pour une solution qui s'appelle le headless. Le headless, c'est quand on n'a pas un seul monolithe qui fait le back-end et le front, mais qu'on s'autorise à faire communiquer le front et le back avec des technos potentiellement différentes, mais via des API, des web services. Ouais, exactement. En fait, on décorrèle complètement le back du front. Donc, on a toujours un back-end Shopify. On a le headless sur une solution qui s'appelle Nextdoor. Et Nextdoor, ce qui nous a séduit, c'est que ils veulent être un peu les champions du monde de la conversion mobile. Donc en fait, toute leur expérience headless, en gros, c'est pas du responsive. C'est-à-dire que c'est pas une adaptation de ton site desktop pour créer ta version mobile. C'est 2 sites séparés. Et la version, la performance mobile est bluffante. C'est-à-dire que l'expérience de navigation, on dirait qu'on est dans une app, ça charge hyper vite. On a des features assez sympas comme la navigation. En fait, c'est des TikTok scroll, donc c'est des scrolls par écran, c'est pas un scroll fluide. Et donc on a fait cette refonte début d'année 2022. On a lancé le site, je crois, en mai. Et de manière. Donc attends, juste resté un an, environ un peu plus d'1 an sur ton Shopify de base. Ouais. Ok. Donc t'as fait la refonte début 2022. Et ça a été bluffant puisqu'en fait du jour au lendemain on a fait plus 60% de conversion sur mobile, qui était le but, mais aussi sur desktop puisqu'en fait on a repensé toute l'UX et on a. Mais du coup en front desktop, t'es sur du Node.js? Non, pareil, je suis toujours sur Nextdoor. Les deux, on a oui, d'accord, pardon. Mais tu as deux instances, on va dire, différentes. C'est pas une adaptation, d'accord. Non. Donc tu as 2 instances Nextdoor, une desktop, une mobile. Okay. Mais en fait, là où dans la première version, on était parti du desktop pour créer la version mobile, ce qui fait qu'en fait, sur le desktop, tu as plus de place. Donc tu as tendance à dire plus de choses. Et du coup, sur ton mobile, c'est trop chargé. Là, on est parti du mobile, donc on avait moins de place, donc on disait moins de choses. Et du coup, l'expérience desktop, elle était beaucoup plus fluide grâce à ça.
Ok, pensez mobile first, ce qu'on fait souvent. Nous, on a deux approches. Enfin, ça dépend aussi des clients qu'on a, mais t'as des clients plus institutionnels qui ont besoin de se projeter sur du desktop, malgré tout l'advocacy qu'on fait pour penser mobile first. Et le mobile first, pour nous, c'est devenu une religion. Et maintenant, en fait, les gens qui m'envoient des benchmarks faits sur desktop, je leur dis, en fait, je regarde pas, tu m'envoies le truc sur mobile. Et on teste tout sur mobile. Mais nous, c'est 85% de notre trafic qui est mobile. Ouais. Okay. Ça n'a pas de sens de regarder le desktop. Bien sûr. Limite, en fait, on s'en fout, quoi. Enfin, c'est epsilonesque. 15%. Pas déconnant sur des quelques millions d'ARR. On s'en fout pas, bien sûr, mais en tout cas, le poids du corps doit pas être là, quoi. C'est quoi ton taux de transfo? On est, taux de conversion, on est autour de 5% en blended, un peu plus. C'est fat, c'est gros, c'est beaucoup. Bah, c'est gros, surtout quand tu vends de l'abonnement. Attends, et t'as fait plus 60%, donc t'étais à 3 et des poussières avant. Ouais. Ok. Putain, passer de 3 à 5. Non, mais c'est un truc de porc. C'est le jour et la nuit, quoi. C'est dingue. Et sur desktop, on est sur des taux, on est au-dessus de 10%. Donc, c'est. Ok. T'as un trafic très qualifié, ou alors t'as. Super. C'est un peu les deux. Je pense qu'on a beaucoup taffé le funnel. D'ailleurs, tu posais la question pourquoi est-ce que vous n'avez pas lancé votre store tout de suite. C'est que. Pardon, juste le contexte, c'est que vous avez lancé Ulule à l'été. C'est ça, hein. C'est ça. Un peu avant l'été. Ouais, en juin-juillet. Juin-juillet, et qu'à la fin d'Ulule, le site était pas prêt, il serait prêt que en fin d'année. Et je te disais, mais c'est long, tu vois, surtout pour un lancement, surtout pour un produit au début. Tu me disais que l'enjeu c'était l'abonnement. Et du coup, c'est pour ça que vous avez prolongé sur KissKiss. Et du coup, j'ai refait la parenthèse du contexte. Ouais. Je te posais la question effectivement de ce temps de dev. Parce qu'en fait, en gros, il y avait deux complexités. La première complexité, c'est que un Shopify classique, c'est facile à lancer tout seul puisque tu mets tes produits, tu crées des pages produits, les gens les achètent, etc. Nous, on avait une première complexité qui était, il fallait quand même l'intégrer avec une app de Shopify qui s'appelle Recharge qui gère les abonnements. Ça, c'était un peu technique. À l'époque, on n'avait pas d'équipe dev en interne. Et la deuxième complexité, c'est qu'on voulait une expérience un funnel qui soit un peu customisé. Donc en gros, l'expérience, c'est t'arrives, tu vas choisir la couleur de ta bouteille réutilisable, tu vas choisir ton parfum, tu vas choisir la fréquence à laquelle tu veux recevoir tes recharges et derrière, ensuite tu payes et c'est bon. Et tout ça, c'était pas si facile à faire en autonomie. Et on s'est dit, si c'est pour juste faire un site où tu vends des bundles, autant continuer à le faire sur une plateforme. Donc on est passé sur KissKissBankBank, qui permettait d'avoir un temps de campagne plus long. Et d'allonger ta campagne, voilà. Et puis d'avoir un store ensuite. Voilà. Et une fois qu'on était prêt pour relancer le store, on a lancé le store. J'adore vos interfaces. Alors, je suis en train de naviguer sur la version desktop, hein, ouais. Alors que je devrais être sur le mobile, mais ce serait mal poli. Déjà que ça fait 1 heure que je passe sur mon PC à prendre des notes. Hein. Je t'avais pas prévenu avant de lancer l'enregistrement, mais je prends des notes et je note les timestamps des moments forts. D'accord. Et j'en ai eu pas mal aujourd'hui. Mais j'adore l'interface. Et juste pour finir, une dernière chose sur Nextdoor, c'est que Nextdoor, c'est à la fois une solution headless, c'est aussi un builder qui permet en fait de créer des pages en drag and drop. Donc en gros, une personne pas technique peut créer une landing page en déplaçant un bouton. Et donc ça permet en fait d'itérer beaucoup plus rapidement sur ton site, sur tes pages, tester des landings. La connexion est difficile, vous le faites en interne entre le backend Shopify et le front Nextdoor? Alors, tu as toute une phase de migration qui a été faite par Nextdoor à l'époque. Maintenant, ils travaillent avec des réseaux d'agences partenaires. Donc ça pas été fait en interne. Maintenant, nous, on a un dev en interne qui gère aussi un petit peu ça. Un lead tech, hein, j'imagine, du coup. Ouais. Ok. Et à terme, en fait, l'idée, c'est de pouvoir... la vision de Nextdoor, c'est que tu n'as même plus besoin de dev. Aujourd'hui, on n'y est pas encore tout à fait, je pense. Mais à terme, en fait, tu n'auras plus besoin de dev. Tu pourras... ou en tout cas, tu auras beaucoup moins besoin de dev. Non, mais ce que j'aime bien dans ces nouvelles approches, dans ces nouveaux paradigmes de la technologie dans ton entreprise, c'est que c'est débrayable. C'est comme Webflow. Webflow, un designer peut faire du Webflow, un chef de projet peut faire du Webflow. Mais si tu es dev, tu peux aussi pousser le sujet très très loin. Pareil avec Figma, où un designer peut au final sortir un site avec animation, avec de la logique et de l'intelligence. Et je trouve ça très très cool. Nextdoor, Nextstore, comme le prochain magasin.com, qui bosse aussi du coup pour Spring, qui est dans le même univers. Spring, merci Andy. Et merci Andy, qu'ils ont en use case sur des beaux noms. Le reste de ta stack, quels sont les 2-3 autres outils dont tu peux pas te passer? Clavio, évidemment. On en parle suffisamment, donc passons à la suite. Donc... tu fais tout en interne? Ah non, tu bosses avec Thomas de P2Guy de Email Club, qu'on salue.
Salut Thomas. Pendant très longtemps, c'était moi qui gérais Klaviyo tout seul, en autonomie. D'ailleurs, c'est une de nos forces. On est une marque qui est très communautaire et notre newsletter, ça a toujours été un canal on a des taux d'ouverture qui sont entre 45 et 50%. Donc, hyper élevé parce qu'on raconte des trucs intéressants et on n'est pas que à vendre des produits. Et là, depuis un an, on se fait accompagner par Email Club parce que c'était trop à gérer. Moi, faire mes emails chaque semaine, ça me prenait. C'est bien de faire appel à des experts. Ça prenait trop de temps et ils sont vraiment super. Donc, on les recommande. On les recommande vraiment chaudement. Ils sont top. Donc, Klaviyo. Voilà, Klaviyo Email Club. Ça, c'est une partie du stack importante. Gorgias, c'est notre outil de relation client. Nous, ce qu'il faut voir, c'est que en ce moment, on envoie un peu plus de 1000 commandes par jour. Donc 1000 commandes par jour, ça fait quand même beaucoup de flux entrants de SAV parce que où est mon colis, etc. D'autant plus qu'on fait pas pour réduire, vu qu'on offre la livraison et pour réduire les coûts, en fait la livraison non tracée est offerte, la livraison tracée est payante, mais du coup 99% des gens prennent la livraison non tracée. Et donc forcément il y a certains colis qui se perdent en route, on sait pas où ils sont, enfin ça génère un peu d'interaction client, même si globalement, en termes de benchmark, on a un taux de contact qui est assez faible. Et Gorgias, c'est l'outil qui nous permet de gérer tout ça de manière hyper. Voilà. Donc on a notre équipe qu'on appelle Customer Love en interne, et c'est eux qui gèrent tout. On a choisi de pas externaliser. Il y a des solutions type OnePilot, mais pour nous ça n'a pas très bien marché, et donc on préfère tout faire en interne, quitte à être un peu moins réactif, mais avoir une super qualité quand on répond. gorgias.com, voilà. Gorgias, ok. Et ensuite, on est sur Yotpo, sur les avis, le referral, donc le programme de parrainage, et le programme de loyauté qu'on va essayer de lancer bientôt, qui est plus un programme d'ambassadeur. On va essayer de gamifier un petit peu avec des actions liées à 900Care, mais aussi des actions liées plus largement à l'écologie, donc un système de gamification, tu peux marquer des points, etc. Voilà un petit peu les grands éléments de notre stack. Yotpo, YOTP. Ouais. Tout simplement .com. Logistique, warehousing, shipping, c'est qui, c'est quoi? La logistique, c'est une boîte qui s'appelle POT, qui est basée au nord de Barcelone. Donc c'est le seul truc qui est pas en France. POT comme les trois lettres. Ouais, Parcel on Time. Parcel on Time. Voilà. Make sense. C'est un gros prestat logistique qui bosse avec des très gros acteurs. Non, on est super content. Alors c'est une boîte allemande? Non, je trouve potlogistique.de. Non, c'est bien ça. Ils sont a priori espagnols, mais bon, ça doit pas être le même. Potlogistique. Ok, cool. Je reviens parce que je l'ai noté dans ma tête, mais pas par écrit, donc j'ai pris la note. 5% de taux de transfo en mobile et 10% en web, c'est ça? En web desktop. Nouveau client nouveau client uniquement du coup. Bah oui, taux de transfo. Ouais, enfin en gros c'est bien sûr. Ouais, c'est pas le client habituel le client enregistré qui se reconnecte pour voir s'il veut faire du repeat. Non. C'est du nouveau client, ouais. Taux de transfo. Ou alors c'est un client existant qui vient commander un nouveau produit. En gros c'est donc j'étais dentifrice et je viens acheter du shampoing pour la première fois, voilà. Donc on compte là-dedans. C'est ça. En fait c'est les gens qui viennent faire un achat. C'est pas la gestion du compte client quoi. Ouais, ok. Bravo. Merci. 10% c'est fat quoi. Ah bah c'est pour ça en fait, je pense que c'est aussi ça le mérite du focus, c'est qu'on n'aurait jamais réussi à faire ça si on avait essayé de chasser 3 livres à la fois. Donc on s'est dit on va devenir, enfin vraiment l'objectif, on n'est pas encore les meilleurs du monde, mais j'espère qu'on le deviendra, c'est de devenir les meilleurs du monde en e-commerce sur ce modèle d'abonnement et craquer ce truc là quoi. Ok. 50 000 fin 2022, combien fin 2023? J'espère le double. Mais qu'est-ce que t'as posé t'as posé ça dans un BP? T'as des investisseurs maintenant, beaucoup, t'en as 3 millions, 3 000 pardon. 3 000, ouais. Pas 3 millions encore. Non, j'espère le double. Le double, 100 000, donc le double d'ARR, soit t'approcher peut-être de 2 chiffres en millions quoi. Ouais, on espère, on se le souhaite. Ok. C'était très cool, Aymeric, je suis très heureux de t'avoir reçu. Moi aussi, je me suis éclaté. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'aurait pas abordés? Alors j'avais listé au début comment rentrer et pourquoi sortir de la grande distribution, on en a parlé. Comment battre des records non, t'as battu un record dans la catégorie hygiène et en crowdfunding, et tu étais à l'époque, je sais pas si c'est encore le cas, mais là le plus gros financement dans cette catégorie. C'est plus le cas maintenant, mais on en a parlé. Qui t'a battu, on peut le dire? Ouais, c'est Inga. Et Inga, c'est une marque qui fait des produits papier, donc en gros l'équivalent de un essuie-tout réutilisable,
des éponges réutilisables. Ah putain, ça m'énerve. Pourquoi ? J'aurais adoré lancer ça. Ouais. Et c'est nos colocs. On est dans les mêmes bureaux. L'un de tes... je sais plus qui, mais a lancé un concurrent, mais c'est pas des concurrents, puisque les concurrents c'est plutôt PNG, mais a lancé un essuie-tout réutilisable. Qui est la marque en moins peut-être ? C'est peut-être la marque en moins, je crois. Je crois que c'est la marque en moins. Inga. Ah putain. Bon, bravo Inga. Inga, quand est-ce que vous venez parler ? C'est vos collègues, tu peux leur dire que écoute, tu nous mets en relation. Avec plaisir, je leur dirai. Mais donc on en a parlé. La tech, 60% sur le taux de conversion, on en a parlé grâce en partie à Nextdoor. Comment passer de 5 à 50 000 abonnés en un an, on en a parlé. Et puis les colos de débutants, on en a parlé. Et ben c'était un plaisir. Merci infiniment. Plaisir partagé. C'est super cool. C'était très cool de te rencontrer. Ça fait longtemps, comme dit, que j'avais envie de te recevoir. Donc je suis très heureux que tu sois venu. Bravo à toi et Thomas Arnaudot, Arnaudo, ton cofondateur. Vous pouvez retrouver du coup Thomas Arnaudot et Émeric Grange, Grange, sur LinkedIn si vous avez des questions. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci à toi d'être venu à mon micro. Merci Laurent. Je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Salut tout le monde. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.